Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Talk Afrique sur Média. Vous l'avez certainement remarqué, les prix du carburant à la pompe flambent dans de nombreux pays africains. Plusieurs raisons expliqueraient cette situation. D'aucuns disent que les gouvernements se sont résolus à supprimer les subventions au carburant. D'autres, en revanche, pointent du doigt le Fonds monétaire international qui a fait de la disparition des subventions au carburant une condition pour débloquer son aide. Cette condition s'appliquerait à la Zambie, au Congo-Brazzaville, au Cameroun, au Ghana, ainsi qu'à tous les pays qui ont récemment fait appel à elle, qu'ils soient africains ou non. Quant au Sénégal, le gouvernement prévoit d'éliminer d'ici 2025 les subventions sur 3 produits, l'électricité, le supercarburant et le gasoil. Faut-il réellement supprimer les subventions au carburant en Afrique? Comment les gouvernements pourraient-ils atténuer l'impact sur les consommateurs les plus vulnérables? On en parle dans cette émission et je reçois 2 invités sur ce plateau. Mamadou Ndiaye, directeur de publication de E-Media, spécialiste des questions économiques. Merci d'être là. Merci, Sémé. En face de vous, nous avons M. Momar Ndao, président de l'Association des consommateurs du Sénégal, également président du réseau de l'Association des consommateurs de l'UEMOA. C'est un réel plaisir de vous avoir sur ce plateau. C'est partagé. Je dis bonjour à mon ami Ndiaye, Mamadou, avec qui nous avons cheminé depuis très longtemps. Et puis bonjour à tous ceux qui regardent à travers le monde entier votre chaîne. Très bien. Je le disais à l'entame de mes propos, le Fonds monétaire international a mis en place une politique, a conditionné, je vais dire, son aide à la suppression des subventions au carburant, une mesure qui s'applique à la Zambie, au Congo-Brazzaville et plusieurs pays africains d'emblée. Que pensez-vous de cette mesure? J'ai l'impression que votre liste n'est pas exhaustive, mais ça touche des pays où il y a des traces de pétrole. Ou alors qui ont peut-être des présomptions de ressources de carburant. Oui. Mais en même temps aussi la recette du FMI, j'ai l'impression que elle est sortie des vieux tiroirs, n'est-ce pas, de Bretton Woods pour peut-être encore nous remettre sur la selle avec justement ces aides conditionnées. Le FMI véritablement ne change pas de caractère. Pourquoi? Parce que dans les années 80, au temps fort justement de l'ajustement structurel, on conditionnait l'aide à certains critères que le FMI voulait. Et à l'époque, parce que c'était une génération, on nous imposait justement des conditionnalités. Mais c'est presque les mêmes recettes qu'on reconduit. Puisqu'on dit, ok, nous voulons vous donner, disons, des subventions, plutôt des moyens pour votre développement, mais réajustez justement vos prix. Ça, c'est un problème. Et c'est d'autant plus paradoxal de la part du FMI qu'aujourd'hui, les grands pays pourvoyeurs de fonds et de capitaux, membres du FMI, je parle de la France, de l'Allemagne, des États-Unis, du Canada, et dans une moindre mesure peut-être du Japon, ont commencé à dire nous allons peut-être renoncer à nos DTS, à nos droits de tirage spéciaux, pour permettre peut-être au FMI d'avoir des liquidités supplémentaires et de pouvoir les réinjecter pour donner un peu plus de soutien à l'économie mondiale. Mais supprimer ces subventions, cela veut dire aussi, peut-être que ça peut aider les pays africains de ne pas se retrouver un jour avec beaucoup de dettes. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que c'est une bonne nouvelle pour vous? Non? Ce n'est pas une bonne nouvelle pour plusieurs raisons. Oui. Ça augmente le coût de la vie, d'une part, compte tenu du niveau de vie qui est très très faible. Cela va freiner un certain nombre de choses. On ne peut pas développer par rapport à une approche pull par le développement de la consommation. L'autre élément, ça va plomber la production locale. Parce que si vous produisez à des coûts beaucoup plus élevés, vous allez vendre à des coûts moins compétitifs que l'importation, que le pouvoir d'achat, et vous vous retrouvez dans une situation compliquée. Et c'est la raison pour laquelle je ne peux pas comprendre qu'on demande aux pays en développement d'arrêter des subventions alors qu'ils ont fait fonctionner leur économie sur la base des subventions. Combien de milliards de dollars ou d'euros ont été donnés en subvention à des producteurs de sucre, de différents produits, de lait, etc. Est-ce que vous avez envie de peut-être vous poser des questions? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Pourquoi tout d'un coup il faudrait supprimer cela?
Je pense que c'est une politique qui va continuer de vouloir nous mettre dépendants par rapport à une situation donnée. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Si vous regardez le coût du carburant, le coût de production de l'électricité, par exemple, en France, c'est environ, le kilowattheure tourne autour de 0,20, 20, 29, etc. Le kilowattheure, ce qui revient à peu près à 100 et quelques francs CFA, 135 environ. C'est à peu près le prix que nous payons l'électricité aujourd'hui. Pourquoi eux, ils devraient avoir accès à l'électricité avec les moyens qu'ils ont à des prix intéressants et que nous, on continue de payer le prix de l'électricité à des prix beaucoup plus élevés que les 135 ou 120 ou 140 que nous payons en moyenne? Mais toujours avec vous, comment la suppression des subventions sur le carburant pourrait-elle créer des disparités entre les zones urbaines et rurales en termes d'accès aux services et de niveau de vie? Alors, vous savez, il y a déjà un certain nombre de difficultés. S'il y a des freins sur la subvention au niveau de l'électricité, elle n'est pas tout à fait, universellement obtenue par tout le monde. Il y a des zones où il n'y a pas encore d'électricité, où ils sont en train de mettre en place des systèmes d'électrification rurale. Nous avons été pendant plusieurs années saisis par ces villages qui nous disaient nous payons l'électricité. Pour le cas du Sénégal? Oui. D'accord. Que nous payons l'électricité trop cher par rapport à notre voisin qui est raccordé sur le réseau électrique de la société nationale. Donc vous comprenez, ça aussi c'est des dysfonctionnements qui font que c'est des freins à l'accès à l'électricité parce que le coût est trop élevé. Vous payez un forfait, que vous consommez ou que vous ne consommez pas l'électricité, vous payez ce montant-là. Alors là, nous avons pu obtenir qu'il y ait une harmonisation au niveau des coûts maintenant et des tarifs. Et nous sommes en train de nous battre pour qu'il y ait une harmonisation au niveau du système de facturation. Alors cela veut dire quoi? Cela veut dire que ne pas mettre une subvention pour l'accès à l'énergie telle que l'électricité ou le carburant, mais c'est freiner l'accès au bien-être aux populations. Donc voilà un peu la première difficulté. Si les prix du carburant flambent, ce qui se passe, c'est que le transport va flamber, les produits transportés. Donc les producteurs ne seront pas du tout performants, en tout cas compétitifs. Les usagers seront dans des situations difficiles parce que le coût de la vie va augmenter. Pour moi, il n'y a pas de raison de dire qu'on va arrêter des subventions sur des éléments aussi fondamentaux que l'énergie. Alors, Mamadou Ndiaye, le président nigérian a décidé de supprimer les subventions au carburant du jour au lendemain. Le prix de l'essence a triplé au Nigeria. Déjà, quelle lecture faites-vous de la situation au Nigeria, justement? Oui, d'abord, c'est une mesure qui a été prise contre toute attente. Pour une raison très simple. Il y a 2 ou 3 semaines, l'un des plus fortunés du Nigeria, en la personne de Dangote, venait de créer une usine, comment on appelle ça, une raffinerie la plus grande du continent. La plus grande du continent. Exactement. Pour la transformation justement du pétrole. Et dans les perspectives justement qui ont été assignées effectivement à cette raffinerie, c'était de se positionner donc pour récupérer une partie donc du brut africain, de pouvoir le drainer sur une raffinerie africaine, donc d'augmenter la puissance de transformation donc sur place. Ça éviterait effectivement de les transférer donc en brut et en même temps aussi peut-être bon de faire perdre à l'Afrique de la main-d'œuvre, de la qualification, mais en même temps aussi bon des prix en discount. Mais l'autre fait maintenant, c'est que le Nigeria n'est pas un petit pays, c'est un pays d'abord producteur de pétrole, mais en même temps aussi c'est un pays consommateur. Et si on dit on supprime la subvention, autrement dit on rétablit la vérité des prix. Quand on rétablit la vérité des prix, c'est une perte de pouvoir d'achat pour des gens qui étaient bénéficiaires de cette subvention. Maintenant, comment on va régler ce problème-là? C'est-à-dire qu'on transfère une situation qui, selon le FMI, n'était pas logique. On le transfère maintenant vers les pouvoirs africains qui vont faire face à des populations qui elles-mêmes comprendraient par là que c'est les régimes en place qui sont à l'origine de la détérioration de leur propre pouvoir d'achat. Du coup, c'est une sorte de subversion qui va encore s'installer en Afrique pendant longtemps et peut-être même encore on verrait peut-être bon, des renversements de pouvoir. D'autant qu'encore au Nigeria, on venait de passer également à une transition politique mais admirable. Un président a fait ses 2 mandats. C'est une mesure prise par le FMI. Est-ce qu'on peut dire que le Nigeria a succombé justement à cette mesure, à cette pression?
Mais non, le Nigeria ne pouvait pas succomber à cette pression parce que simplement, elle a, du point de vue de sa politique économique, décidé d'appuyer justement un national qui voulait installer à coût de milliards de dollars une raffinerie justement sur le territoire nigérian. Donc, à mon avis, il y a quelque chose qui ne colle pas. Mais peut-être aussi, c'est une inadéquation entre peut-être l'option prise par le pouvoir en place à Lagos, au Nigeria, mais je veux dire la capitale, à Abuja. Oui. À Abuja. Donc, et en même temps aussi, peut-être les politiques qui sont définies à partir de Washington. Donc, certainement, il y a eu absence de dialogue. C'est pourquoi je dis il faut que les têtes pensantes, n'est-ce pas, des pouvoirs en place en Afrique et peut-être aussi le Fonds monétaire international, mais discutent, échangent, parce que les logiques qui sont celles du FMI ne sont plus peut-être en adéquation avec peut-être les nouvelles conjonctures qui prévalent en Afrique. Et c'est de nouvelles générations également qui ont d'autres lectures, n'est-ce pas, de la géopolitique mondiale, qui peuvent peut-être, à la limite, négocier, discuter d'égal à égal avec les représentants du Fonds monétaire et de la Banque mondiale, pour arriver peut-être au moins quand même à des consensus qui rompent simplement les vues de Washington sur peut-être les économies africaines. Alors, et je termine par là, peut-être, si vous permettez, l'idée qu'on supprime la subvention et on rétablit les prix. Par conséquent, je le disais, il y a également perte de pouvoir d'achat. Or, la subvention permettait quand même de faire une certaine péréquation, et je parle sous le contrôle de Momar, de faire une certaine péréquation qui permettait peut-être à l'État d'apporter peut-être une allocation financière assez substantielle, qui permettrait sans doute peut-être de compenser un peu peut-être les difficultés d'accès à certains produits, surtout. Ne l'oublions pas, le pétrole est devenu donc un produit de consommation populaire. D'accord. Mamadou Ndiaye parle déjà des solutions. Il faut trouver des alternatives, justement, avec vous. Quelles alternatives s'offrent aux consommateurs et aux entreprises face à cette décision de certains pays africains de supprimer les subventions dans le secteur de l'énergie? Moi, je pense qu'il faut voir d'autres niches. Par exemple, il y a des produits qui sont dangereux pour la santé que les gens utilisent. Il faut peut-être les surtaxer pour augmenter un petit peu les rentrées d'argent et éviter de les perdre si, par exemple, on doit avoir comme objectif de diminuer les subventions pour améliorer la santé financière donc des États, il faut trouver d'autres moyens pour pouvoir éviter de taxer sur les éléments fondamentaux. Parce que la production, le transport, l'énergie, tout ça, c'est fondamental pour un pays. Un pays qui ne produit pas à grande échelle, à des coûts intéressants, n'est pas compétitif. Et vous ne pouvez pas avoir l'émergence si vous êtes à ce niveau-là. On peut pointer du doigt aussi les chefs, les dirigeants africains, c'est vrai, mais on a besoin quand même des solutions. Vous êtes là justement. Est-ce que vous pouvez... Une des solutions préconisées par le Fonds monétaire, avec l'influence sans doute des pays les plus représentatifs donc, du capital étranger, c'est de dire rétablissons la vérité des prix. Si on rétablit la vérité des prix, les populations africaines, parce qu'ils partent du postulat qu'il y a une classe moyenne africaine qui est de plus en plus grosse, qui est de plus en plus nombreuse, et par conséquent, elle est consommatrice. Donc, ce schéma, vu d'Europe, ça peut fonctionner. Mais vu d'Afrique, c'est différent. Parce qu'au moins, un membre de la classe africaine, de la classe moyenne africaine, mais elle redistribue ses revenus, ce qui n'est pas le cas justement ailleurs. Si bien donc, peut-être vous avez votre famille, vous avez des relais, vous avez des camarades de promotion, peut-être qui ont été infortunés par la vie. Donc tout ça, peut-être ça vous pèse sur la conscience. Mais chez les Européens, c'est pas pareil. Mais l'autre idée, et c'est celle-là peut-être qu'il faut peut-être examiner. De plus en plus, il y a des officines en Occident qui commencent à se dire maintenant, orientons-nous vers l'économie verte. Orientons-nous vers, disons, la fin de l'énergie fossile. Peut-être, maintenant, regardons si, du point de vue justement de la bio, on peut trouver encore des formules. Mais beaucoup de pays sont déjà dans ça. Et c'est beaucoup de pays sont dans ça. Mais c'est probable. C'est probable. Parce que pourquoi? Il y a beaucoup de pays aujourd'hui qui se disent, surtout des pays africains qui se disent, mais nous, notre pétrole, dès lors que nous en avons en abondance, mais pourquoi ne pas exploiter notre propre gisement? Et du coup, ils ont des difficultés maintenant pour accéder au financement lourd. Ils ont des difficultés pour accéder également aux intrants industriels, mais ils ont également des difficultés pour peut-être à la limite trouver des accords avec des pays qui ont justement une forte tradition
d'industrie pétrolière. Parce que ces pays-là sont en train de renoncer progressivement à l'utilisation justement des énergies fossiles au profit des énergies renouvelables. Si bien donc, c'est au détriment du continent africain, et toute la liste dont vous parliez tout à l'heure, c'est des pays qui aujourd'hui sont menacés dans leur stabilité. C'est des pays qui, peut-être agrégés également, menacent la stabilité régionale, c'est-à-dire du continent. Donc si les dirigeants africains, aidés par des conseillers peut-être avisés, réfléchissaient, organiser peut-être des ateliers, voyaient peut-être des simulations et peut-être même brosser des stratégies d'adaptation, certainement ils auraient à formuler une réponse beaucoup plus idoine face effectivement à ce que peut-être l'Occident veut encore imposer. Le Sénégal n'est pas en marge. Hein. Le Sénégal, on va parler du Sénégal, le pays dépense plus de 4% de son PIB dans les subventions d'électricité, des produits pétroliers et son super carburant et gasoil, comme je le disais à l'entame de mes propos, et du gaz et butane. Le gouvernement prévoit d'éliminer d'ici 2025 les subventions sur 3 produits, l'électricité, comme je disais tout à l'heure. Alors, qu'en pensez-vous, justement? Alors, pour l'électricité, je pense que, compte tenu du fait qu'on va avoir de la production gazière, qui va nous revenir moins cher, nous sommes en train de faire ce qu'on appelle l'option gas to power, c'est-à-dire faire de sorte que nos unités de production électrique puissent être alimentées au gaz à la place du fioul lourd. Et si le gaz est produit localement, ça se comprendrait que donc on n'ait pas besoin de mettre presque 800 milliards de francs CFA sur l'ensemble de la subvention en énergie, butane, etc., électricité et autres. Mais d'un autre côté, il faut savoir que aujourd'hui, pourquoi est-ce que le FMI dit qu'on ne doit pas subventionner? Le FMI le dit. Très bonne question. Elle le dit. Théoriquement, les gens se disent parce que nous n'en avons pas les moyens, parce que nous n'avons pas suffisamment de recettes. C'est ça, théoriquement, qui doit être la base globalement. Mais cet argent peut être utilisé pour autre chose. Je crois que c'est la théorie que le FMI est en train de donner actuellement. Oui, mais ça ne tient pas, parce que si aujourd'hui tout vous coûte trop cher, vous n'êtes pas rentable, vous n'êtes pas compétitif, et nous sommes dans un environnement global où aujourd'hui toute la communauté internationale dit que nous devons être ouverts à tout, accepter tout qui vient de n'importe quelle zone. Mais si vous n'êtes pas compétitif, vous ne pouvez pas compétir par rapport à cette ouverture qui est donnée sur le plan mondial. Et donc, les décisions du FMI qui sont orientées pour dire faisons la vérité des prix, mais la vérité des prix, c'est pour quelqu'un qui a un pouvoir d'achat qui lui permet de faire face. Vous comprenez? Aujourd'hui, le sucre coûte aussi cher au Sénégal qu'en France, alors que nous n'avons pas le même pouvoir d'achat. L'électricité, c'est pareil. Donc, il y a un problème. Alors, le Sénégal décide de supprimer ces subventions de façon progressive. Voilà, en pensant à la production pétrolière. Oui, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des paradoxes. Le Nigeria, qui est un très grand pays producteur de pétrole, il n'y a pas de courant là-bas. Si vous allez au marché, tout le monde a son groupe électrogène. Il y a un problème. Il y a des pénuries d'essence. Et l'électricité ne marche pas. Ça veut dire qu'il y a un problème. Alors, c'est ça qu'il faut régler. Déjà, qu'est-ce que vous pensez justement de cette stratégie de vouloir supprimer ces subventions de façon progressive au Sénégal? Vous savez, il y a le regroupement des pays intermédiaires qui avaient interpellé les G7 en disant « mais vous vous êtes industrialisés grâce aux énergies fossiles. Et maintenant, vous voulez nous empêcher de suivre la même voie pour peut-être un jour également nous industrialiser. » Cette logique, peut-être que quand elle a été posée, certains présidents, en tout cas de l'Occident, ont commencé à se dire mais au moins le raisonnement est imparable. Mais regarde, interrogeons l'histoire. À chaque fois qu'il y a eu peut-être des troubles, des perturbations, une crise généralisée au plan mondial, eh bien, pour le règlement de cette crise, on s'assied autour d'une table et on essaie de voir maintenant quels sont les facteurs qui ont présidé au bouleversement des échanges. Et c'est à partir de là que on faisait naître des institutions qui se chargeaient de réguler l'économie mondiale. Est-ce que vous pensez que c'est une façade, le fait de vouloir supprimer? Il y a autre chose derrière? Non, c'est clair qu'il y a une intention. Il y a une intention non avouée. Pourquoi? Parce que quand même, les échanges, c'est ça qui régit le commerce mondial.
les échanges, c'est ça qui régit peut-être à la limite les rapports entre les pays, quel que soit les niveaux de développement de ces pays-là. Mais si unilatéralement, une partie peut-être de ces pays-là, ou peut-être les institutions représentatives de ces pays-là, rappelez-vous que le Fonds monétaire international et la Banque mondiale ont été créés en l'absence des pays qui sont censés aider. Donc, ils n'étaient pas à la table, ils n'étaient pas au banquet pour pouvoir au moins donner leur point de vue sur les orientations de développement. Mais donc, si le Fonds monétaire, qui est encore attaché effectivement à ces facteurs de fondation, nous dit qu'il faut supprimer les subventions. Or, une subvention, c'est à la limite un transfert de moyens détenus par une puissance publique pour permettre un équilibre justement économique en faveur des populations les moins nanties pour leur permettre sans doute d'accéder. Les institutions de Bretton Woods, FMI et autres, qui est la panacée. Par exemple, on nous a imposé de privatiser notre société d'électricité. Et quand on l'a fait, il n'y a pas eu d'avancée. Ce qu'on a constaté, c'est plutôt un recul parce qu'il n'y avait pas d'investissement. Ils avaient loué des groupes électrogènes pour faire face. Aujourd'hui, ce que nous avons, la diversification, la vertification, entre guillemets, de notre énergie, mais c'est quand nous avons repris les choses. Donc, ce n'est pas forcément la panacée. Alors, Monsieur Ndao, vous êtes président de l'association des consommateurs du Sénégal. Dites-nous, c'est vrai que vous êtes président, certainement vous vous mettez du côté des consommateurs. C'est ça. On sera d'accord avec vous quelque part. Dites-nous quelles seront les conséquences directes pour les ménages à faible revenu qui dépendent fortement des subventions sur le carburant pour leurs besoins essentiels. D'abord, le transport augmente automatiquement. Actuellement, il y a de cela quelques mois, une compagnie de transport s'est réveillée pour augmenter les prix. Et tout simplement parce qu'on avait modifié le prix du gasoil, l'État ne pouvait plus rien faire. Alors qu'il y a une formule de calcul de la répercussion des variations du prix du gasoil pour déterminer le prix du transport. Mais l'État était absent, les abonnés absents, parce que tout simplement, la pression des transporteurs était telle qu'on a augmenté de manière sauvage, c'est-à-dire sans calculer le réel impact de la modification des prix du carburant sur le prix du transport. Ça, c'est la première chose, donc au détriment des consommateurs. L'autre élément, c'est que le coût de la vie, tout devient cher. Et les commerçants augmentent, spéculent en disant que bon, la vie est chère, nous aussi nous augmentons. Sans pour autant qu'il y ait un calcul exact de la répercussion que les intrants doivent représenter sur les prix qu'ils sont en train de faire. J'aimerais bien qu'on aborde aussi ce sujet. J'ai envie d'ajouter un élément oui? sur ce que vient de dire Maman. Quand la suppression devient effective, il y a des risques non seulement de perturbation, mais également de troubles. C'est ça. De troubles, hein? Et puis les troubles vont naître justement du désordre qui va. Parce que chacun qui a son produit qu'il veut mettre sur le marché, il peut lui-même délibérément fixer son propre prix. Et parfois aussi, peut-être, s'ils sont plusieurs à occuper un même créneau, ils peuvent s'entendre sur la fixation justement de ce prix-là. Or, il n'y a aucune instance arbitrale pour pouvoir dire, peut-être, voilà le prix qu'il faut afficher. Ou même si bien donc, il existe ces instances arbitrales, elles ne font pas le boulot. Et elles ne font pas le boulot. Si bien donc, peut-être, elles s'affaiblissent, mais elles affaiblissent également le pouvoir d'achat des populations qui maintenant sont obligées de rationner un peu leurs dépenses. On fait des arbitrages entre peut-être la fille qui doit aller à l'école, le garçon qui doit aller à l'école. Doit-on peut-être supprimer le frigidaire pour avoir la lumière le soir, ou bien doit-on supprimer la lumière le soir pour avoir le frigidaire et un peu d'eau fraîche. Faut-il considérer la subvention des produits pétroliers et du gaz qui se présente sous la forme d'un remboursement des pertes commerciales supportées par les compagnies contraintes de vendre à des prix inférieurs au prix du marché comme un atout ou un risque? C'est plutôt un risque. Votre question elle est complexe, mais je vous rappelle simplement que Total, à un moment donné, avait décidé de quitter le Sénégal. Et je ne sais pas comment Total a fait un retournement de situation pour peut-être se réintroduire dans le Sénégal, parce que simplement on avait dit qu'il y avait une perspective donc de traces de pétrole qui sont découvertes au large du Sénégal. Si bien donc aujourd'hui, non seulement Total est revenu, mais est revenu en force avec justement l'appui implicite du gouvernement français. Mais à côté aussi, nous avons d'autres entreprises. Oui, mais de toute façon, c'est peut-être à capital étranger. Donc, elles contrôlent le pilotage stratégique de leur investissement sur place. Mais en même temps aussi, peut-être quand elles regardent le futur, elles savent tout de suite comment rentabiliser les investissements qu'elles mettent dans le pays. Donc, de ce point de vue, à mon sens, il a manqué à nos pays une certaine culture, n'est-ce pas,
de négociations avec les mastodontes, avec les grandes multinationales. Et pourtant, nous avons sans doute des expatriés africains qui travaillent dans ces grandes multinationales qui auraient pu peut-être servir comme un peu peut-être les footballeurs dans le cadre du mercato. Mais les Coupes d'Afrique des Nations arrivaient, mais chaque star nationale retourne justement dans son pays. Le temps nous est imparti, justement, Monsieur Ndao. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut retenir justement de cette suppression? Est-ce qu'il faut arrêter ou encore discuter, il faut encore négocier? Nous pensons qu'il faut refuser d'arrêter. Il faut rationaliser les subventions pour qu'elles bénéficient à tous les destinataires, parce que parfois il y a des subventions qui sont captées par des acteurs du secteur. Mais si je donne un exemple, nous avons une subvention sur le gaz butane qui a fait que nous n'avons pas brûlé nos forêts. C'est parce qu'aujourd'hui, le Sénégal fait partie des pays où l'utilisation du butane est le plus développée en Afrique de l'Ouest. Et donc, cela veut dire qu'aujourd'hui, arrêter cette subvention, c'est renchérir le gaz et faire renchérir le gaz, c'est justement des pratiques c'est la fin de cette émission. Désolé, nous sommes arrivés au terme de cette émission. C'était un réel plaisir de vous avoir sur ce plateau. À l'instant, Momar Ndao, vous êtes président de l'association des consommateurs du Sénégal, président également du réseau de l'association des consommateurs de l'UEMOA. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci et puis bonne continuation. Merci. Et également Mamadou Ndia, directeur de publication de E-Media, spécialiste des questions économiques. C'est un réel plaisir de vous avoir sur ce plateau. À moi aussi, c'était un grand plaisir. Surtout de vous retrouver donc en 2023. Merci beaucoup. Vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très bientôt sur la Pan African Midi 1. Surtout, prenez soin de vous et des autres.